Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire proposé par la CNE, la Centrale nationale des employés. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons aborder la question de la dette, à savoir pourquoi il ne faut probablement pas avoir peur de la dette autant qu'on nous le répète dans les différents partis au pouvoir notamment. C'est donc un webinaire aujourd'hui qui vous a été concocté par la Centrale nationale des employés avec notamment l'intervention principale d'Étienne Lebeau, qui est donc expert sur les questions de la dette au service d'études et de formation de la CNE. Étienne qui a notamment écrit pas mal de rapports notamment sur la question de la dette, notamment un contre-rapport sur la question de la dette au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui donc vous parlera plus globalement de la question de la dette en Belgique fédérale. Ce webinaire, en fait, fait partie d'une série de 2 webinaires qui vous sont proposés. Donc, un premier webinaire ici actuellement sur la dette et un second webinaire qui aura d'ici une grosse semaine et qui concernera plutôt les alternatives syndicales qui peuvent être mises sur pied pour pouvoir justement essayer de boucler un budget à la fois en équilibre, mais aussi assainir les finances de l'État, et ce, sans pour autant toucher au portefeuille des travailleurs et des travailleuses. Une FAQ est disponible pour vous si vous avez des questions durant la présentation de ce webinaire qui durera à peu près 1 heure. Donc, dans la barre latérale à droite notamment, vous devez pouvoir avoir accès à un chat privé. N'hésitez pas à y laisser des messages, des questions. À la fin de la présentation d'Étienne, je me chargerai de compiler un peu toutes vos questions et je lui poserai 2 à 3 questions en fonction de vos remarques. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai là pour faire le passe-plat. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir bientôt commencer. Peut-être juste un dernier rappel. Ça a été évoqué notamment dans les différentes invitations, mais sachez que ce webinaire est enregistré et que donc, vous aurez tout le loisir de le regarder à nouveau, en tout ou en partie, d'ici quelques heures. Donc, soyez rassurés si vous devez nous quitter un tout petit peu plus tôt. Voilà, je pense qu'on peut lancer le webinaire dès à présent. Donc, j'invite Étienne à nous rejoindre. Bonjour Alan, bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons aborder la question de la dette et savoir si nous devons nous inquiéter de l'apparition éventuelle en Belgique d'un scénario à la grecque. Le titre ne fait pas référence au scénario à la grecque, mais donc l'approche que je vais suivre ici, c'est de questionner le récit des gouvernements. Comme le montre cette dia-ci, qui reprend quelques extraits d'articles de presse plus ou moins récents, les gouvernements actuels, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, et notamment la Fédération Wallonie-Bruxelles dont on parle beaucoup pour l'instant, utilisent massivement l'argument de la peur de la dette pour justifier leur politique actuelle. L'idée de cette utilisation de la dette, c'est de créer l'idée qu'il existe une sorte d'état d'urgence en Belgique qui imposerait d'agir rapidement en prenant les mesures qui sont actuellement proposées, des mesures qui touchent durement la sécurité sociale comme l'école, comme les services publics de manière plus générale. Donc vous voyez ici sur la DIA les déclarations notamment de David Clarinval qui faisait référence il y a 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça, à une Belgique en faillite, et même la chaîne RTL a réalisé toute une semaine d'émissions à partir de cette question de la Belgique en faillite. Vous voyez aussi une citation de Bart de Wever tirée de son récent ouvrage Overwhelmwaard qui dit que si nous ne faisons rien, notre État-providence risque de s'effondrer. Et aussi dans les déclarations ci-dessous là qui concernent la Fédération Wallonie-Bruxelles et notamment sa ministre-présidente Elisabeth de Vries, une référence au fait que, par exemple, les enseignants de la FWB ne seraient plus payés si la note de la fédération était dégradée. Spoiler alerte, la note de la Fédération Wallonie-Bruxelles a été dégradée effectivement il y a quelques semaines et les enseignants sont toujours payés. Donc
on voit ici la création d'un climat anxiogène autour de cette question de la dette. Et donc, est-ce qu'on doit suivre aveuglément ce climat anxiogène? Nous, notre parti à la CNE, c'est de l'interroger, même si c'est pas facile à faire parce que ce discours est extrêmement puissant et beaucoup relayé également dans les médias. Mais donc, notre parti pris, c'est d'interroger ce discours, de créer un recul critique par rapport à ce discours, pas par principe, mais en se basant sur des faits. Alors, je vais aborder la question de la dette d'abord par une approche que je vais dire descriptive pour rappeler un certain nombre de notions de base. Certainement, un certain nombre d'entre vous les connaissent, mais ce n'est jamais mauvais de les rappeler et de visualiser concrètement de quoi l'on parle dans ce débat sur la dette. Première distinction qu'il faut avoir à l'esprit, et qui est évidemment faite souvent dans les articles de presse, c'est la distinction entre le déficit et la dette. Il est évident que quand on parle de dette ici, ça je ne l'ai pas encore dit en entrée, mais on parle évidemment que de la dette publique. On ne parle pas de la dette privée, on ne parle pas de la dette des ménages ou de la dette des entreprises par exemple. Ici, on parle de dette publique. Et donc, c'est quoi cette distinction entre le déficit et la dette? Ce sont deux concepts qui ne signifient pas les mêmes choses. Le déficit, c'est une notion qui vaut sur une année. Il est assez facile à comprendre, c'est-à-dire si à la fin de l'année, les dépenses de l'État sont supérieures à ses recettes, alors l'État a un déficit. Il a un trou dans son budget qu'il va devoir couvrir. Et comment va-t-il couvrir ce trou? Comment va-t-il couvrir ce déficit? Il va le couvrir en empruntant, et essentiellement en empruntant pas tellement auprès des banques, mais auprès des marchés financiers. Et donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'il fait? Il émet des titres de la dette qui portent différents noms. Bon, une appellation générique que je vous propose ici, c'est celle d'obligation souveraine. Souveraine, ça fait évidemment référence au fait qu'on parle de l'État. Donc, l'État va émettre des obligations souveraines et va les vendre par des procédures dans lesquelles je ne viens pas pour l'instant sur les marchés financiers. Et donc, en allant chercher des liquidités sur les marchés financiers, il va couvrir le trou qu'il avait dans son budget, il va couvrir son déficit annuel. Donc là, on parle bien d'une année, par exemple l'année 2026, le déficit de 2026 ou le déficit de 2025, etc. Alors la dette, qu'est-ce que c'est? Alors la dette, c'est pas sur une période d'une année, c'est la totalité des obligations souveraines d'un État qui sont en circulation sur les marchés financiers. Donc, il y a des obligations qui ont été émises, par exemple, pour couvrir le déficit en 2010, ou pour couvrir le déficit en 2015 ou en 2025. Si vous prenez la totalité de ce stock d'obligations souveraines, ça vous fait votre stock de la dette. On parle de l'encours de toutes les obligations souveraines. Alors, je viens maintenant à la question de concrètement ces obligations souveraines, cette dette, c'est quoi au juste? Donc, en parlant d'obligations souveraines, j'ai déjà commencé à vous dire concrètement en quoi correspond la dette. Il y a d'autres termes que l'on utilise souvent qui sont, je vais dire, à peu près synonymes pour désigner la dette. Il y a par exemple les bons d'État. Il y a en Belgique, au niveau de l'État fédéral, ce qu'on appelle les OLO. OLO, c'est obligation linéaire obligaties. Donc, c'est à la fois du français et du néerlandais. Ce sont les principaux titres de la dette publique en Belgique. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces bons d'État, ces OLO, ces obligations souveraines, c'est que ce sont des titres à durée déterminée. C'est ça la spécificité d'un titre obligataire. C'est que ce sont des titres à durée déterminée. Dans le cas des obligations de l'État, la durée, c'est une durée moyenne, donc la durée moyenne pour l'ensemble du stock des obligations souveraines, c'est une durée de 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout, mettons qu'en 2025, l'État a émis
des obligations souveraines à 15 ans, ça veut dire qu'en 2040, il va devoir rembourser les obligations souveraines. Les rembourser à qui? Les rembourser aux investisseurs qui ont acheté ces titres. Les investisseurs, ça peut être vous et moi, puisque vous et moi, on peut aller acheter sur le site de l'Agence du Trésor des titres, des obligations souveraines de la Belgique. Mais de manière plus massive, ceux qui achètent ces titres, ce sont des acteurs financiers spécialisés, c'est-à-dire des banques, des fonds d'investissement, des compagnies d'assurance, etc. Donc, au bout de 15 ans, quand l'obligation souveraine se termine, l'État doit rembourser les investisseurs qui ont placé leur argent dans ces obligations souveraines. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'il va faire pour rembourser ces obligations souveraines? Est-ce qu'il va devoir aller chercher dans ses propres caisses pour rembourser les obligations souveraines? On va voir que non. En fait, comment est-ce qu'il fait pour rembourser les obligations souveraines? Il va émettre de nouvelles obligations souveraines. Donc, si en 2040, il doit rembourser les investisseurs, il va réémettre en 2040 des obligations souveraines pour rembourser les investisseurs dont l'obligation se termine en 2040. Bon, alors ce qu'il faut savoir, ce qui est important à comprendre aussi, c'est l'importance des obligations souveraines comme placement financier. Donc ces obligations souveraines sont appréciées des acteurs financiers parce qu'elles sont considérées comme un placement sûr. Et encore aujourd'hui, et malgré les discours alarmistes que l'on entend du gouvernement, les obligations souveraines de la Belgique sont toujours considérées comme un placement sûr. Comment est-ce qu'on peut l'affirmer? Eh bien, on peut l'affirmer simplement parce que quand la Belgique émet des obligations souveraines, elle n'a aucune difficulté à les vendre sur les marchés financiers. Ça veut dire que les gens demandent les obligations souveraines de la Belgique, qu'ils en sont friands. Ça, c'est une première fonction des obligations souveraines, c'est un placement sûr pour les acteurs du système, y compris pour le citoyen éventuellement. Et puis, il y a une deuxième fonction qui est moins connue des obligations souveraines, mais qui est tout aussi importante, voire en fait beaucoup plus importante encore, c'est que ces obligations souveraines sont absolument nécessaires pour le fonctionnement au quotidien du système financier, en particulier de ce que l'on appelle le marché monétaire. Le marché monétaire, c'est ce marché où les acteurs de la finance se prêtent entre eux. Donc, par exemple, une banque prête à un fonds de pension ou une banque centrale prête à une banque dans des opérations de marché. Eh bien, la dette publique joue un rôle crucial dans ces prêts. Pourquoi? Parce que ces prêts sont ce que l'on appelle des prêts sécurisés. Ce sont des prêts où la personne à qui l'on prête doit mettre une garantie pour recevoir le prêt. C'est un peu la même logique que vous avec votre maison. Quand vous recevez un crédit hypothécaire, la banque a une garantie qui est la maison. Eh bien, sur les marchés monétaires, c'est la même chose. Celui qui emprunte de l'argent met une garantie qui peut, le cas échéant, être saisie par le prêteur, sauf que la garantie ici, c'est évidemment pas une maison, c'est une obligation souveraine. La plupart des garanties sur les marchés monétaires, ce sont des bons d'État de différents États et notamment de la Belgique. Il faut savoir que ce rôle des obligations souveraines sur le marché monétaire est absolument essentiel et ça participe donc aussi à la demande et à l'engouement que les investisseurs financiers ont pour les bons d'État, y compris les bons d'État de la Belgique. Bon, donc au final, les obligations souveraines qui sont émises par la Belgique sur les marchés financiers, elles servent à faire deux choses, à couvrir le déficit, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a parlé du déficit, et puis deuxièmement, à remplacer les obligations souveraines qui viennent à échéance. Donc c'est mon exemple de 2040, une obligation se termine en 2040,
l'État émet une nouvelle obligation en 2040 pour rembourser la précédente. Et cette nouvelle obligation de 2040, en moyenne, elle se terminera en 2055. Et ça, ce mécanisme-là, c'est ce que l'on appelle le roulement de la dette. Alors, je viens donc à cela. Donc, à partir de cet exemple concret, vous pouvez comprendre, et ça c'est important aussi dans le débat sur la dette, qu'une dette n'est en fait jamais remboursée. Puisque l'État rembourse les investisseurs précédents en émettant une nouvelle dette, en vendant une nouvelle dette à de nouveaux investisseurs. C'est donc le roulement de la dette dont je vous ai parlé. Donc il ne doit pas sortir de l'argent de ses propres caisses, il ne doit pas sortir par exemple des recettes d'impôts pour payer les investisseurs, il va aller chercher des liquidités sur les marchés financiers pour rembourser les investisseurs précédents. Alors, est-ce que ça veut dire que la dette est indolore pour l'État? Non. Il y a quand même une chose que l'État rembourse avec ses propres recettes, ce sont les intérêts sur la dette, ou, comme on appelle souvent, les charges d'intérêt. Les charges d'intérêt, c'est un poste, c'est une ligne dans le budget annuel de l'État. Et le tableau ici en dessous vous montre le montant des charges d'intérêt de la Belgique en 2025. Ça représente une dépense donc de l'État, de la Belgique globalement. Ça représente 14 milliards d'euros, ou exprimé en pourcentage de la richesse nationale, du PIB, 2,2% du produit intérieur brut. On peut comparer ces 14 milliards d'euros à la valeur de l'ensemble du stock de la dette publique, qui est là par contre de 689 milliards d'euros, soit 107% du produit intérieur brut. Et vous voyez que les deux chiffres sont radicalement différents. Donc, de nouveau, la Belgique, et contrairement à ce que laissent parfois entendre certains politiciens, la Belgique ne devra jamais rembourser 689 milliards d'euros. Donc ça ne sert à rien de commencer à faire peur avec ce chiffre de 689 milliards parce que il n'est pas remboursé à cause du mécanisme de roulement de la dette. En revanche, les charges d'intérêt, et ça c'est chaque année dans le budget de l'État, elles coûtent 14 milliards d'euros à l'État, soit 2,2% de son produit intérieur brut. Et donc, il faut aussi ici un peu tuer, se positionner par rapport à cette question du poids insupportable de la dette pour les générations futures. Donc, quand on parle du poids insupportable de la dette pour les générations futures, ce que l'on laisse entendre de manière erronée, c'est que les générations futures devront un jour rembourser 689 milliards d'euros. Or, évidemment, c'est tout à fait absurde. C'est uniquement les générations présentes qui chaque année doivent rembourser les intérêts de la dette. Donc ce poids insupportable de la dette pour les générations futures, autrement dit, est un mythe. Alors, pour finir sur ma partie descriptive, voici donc l'évolution du ratio d'endettement de la Belgique entre 1970 et 2024. Donc, c'est tiré de la base statistique du Fonds monétaire international. Vous voyez qu'on est actuellement en 2024, donc 2025, à 107% du produit intérieur brut. On a connu plus dans le passé. Donc la pire période, ça a été durant les années 90, où là, la dette de la Belgique a atteint près de 140% du produit intérieur brut. Donc il y a eu une forte envolée de la dette publique au début des années 80, et on va d'ailleurs revenir sur les raisons qui ont provoqué cette envolée de la dette publique dans les années 80, et j'anticipe déjà en vous disant que les raisons, c'est pas le déficit budgétaire de la Belgique, c'est autre chose. Bon, si mon graphique allait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, la dette le ratio d'endettement de la Belgique, le ratio dette-PIB a été encore beaucoup plus important que 140%. Il a atteint plus de 200% du produit intérieur brut.
Alors, aussi une comparaison où se classe la Belgique par rapport aux autres pays en termes de ratio d'endettement. On dit souvent que la Belgique est le plus mauvais élève de la classe. Bon, c'est clair que la Belgique n'est pas le meilleur élève de la classe en termes de ratio d'endettement, mais il n'est pas non plus le pire. Vous voyez ici que d'autres pays comme l'Espagne ou la France ont un ratio d'endettement qui est supérieur au nôtre. Vous voyez que la moyenne de l'OCDE, quand on prend l'ensemble donc des pays avancés, le ratio d'endettement il est de 109% du produit intérieur brut, c'est indiqué donc dans le rectangle en rouge. Et puis vous voyez un champion toute catégorie, un exemple intéressant à signaler, qui est l'exemple du Japon, dont la dette publique aujourd'hui est de plus de 200% du produit intérieur brut. Et en fait, le Japon navigue avec une dette comprise entre 200 et 250% du produit intérieur brut depuis environ une vingtaine d'années. Donc ça, c'est important de le signaler. Or, il n'y a jamais eu de crise financière du Japon. Donc, peut-être qu'on pourra revenir dans la discussion sur pourquoi le Japon n'a jamais connu de crise financière alors que son ratio d'endettement est aussi important. Bon, alors après cette partie descriptive, on va aborder maintenant la question du récit alarmiste. Donc comment on essaie de nous convaincre que la Belgique est au bord d'une grave crise financière. Donc on va comprendre ce récit alarmiste et on va le confronter à un certain nombre de faits pour voir s'il est véritablement crédible. Et le top 4 du récit alarmiste, il est représenté ici par un podium à 4 marches. Hein. On est dans la période de la Coupe du Monde et donc c'est le moment de sortir les podiums. Et donc en ce qui concerne le récit alarmiste, il se compose essentiellement de 4 choses qui sont une référence aux règles budgétaires européennes, les agences de notation, hein, c'était noté notamment dans l'article qui faisait référence à une déclaration d'Elisabeth de Gries dans un de mes premiers slides ici. La question du scénario grec, évidemment, puisque c'est le titre de ce séminaire. Est-ce qu'on va connaître en Belgique un scénario grec? Et puis la question des charges d'intérêt, dont on parle énormément aussi actuellement dans les débats sur la dette. Donc nous allons examiner ces quatre thèmes principaux du récit alarmiste. Donc le premier thème, c'est le thème des règles européennes, ou plus précisément des règles budgétaires européennes. Alors un petit historique, ces règles, elles sont déjà anciennes, elles ont été créées en 1992 au moment du traité de Maastricht, c'est-à-dire au moment du lancement de la monnaie unique. Et elles ont subi toute une série de révisions depuis 1992, mais des révisions qui ont toujours laissé 2 règles fondamentales intactes, qui sont une règle de déficit et une règle de dette. La règle de déficit dit un État ne peut pas avoir un déficit qui est supérieur à 3% du produit intérieur brut. La règle de dette dit un État ne peut pas avoir une dette public qui dépasse 60% du produit intérieur brut. Alors, vous posez la question de où en est la Belgique par rapport à ces règles. Pour la règle de dette, on vient de le voir, notre dette est de 107% du produit intérieur brut aujourd'hui, donc largement au-dessus de la règle européenne. Et en fait, si on revient en fait au graphique précédent, je peux venir en arrière ici. Si on revient au graphique précédent, on voit qu'en fait, depuis 1992, jamais en réalité la Belgique n'a respecté le ratio, la norme de dette qui est fixée par le traité de Maastricht. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le déficit. Le déficit actuel de la Belgique, il est de 5,3% du produit intérieur brut. Donc la Belgique ne respecte pas actuellement non plus le critère de déficit. Bon, alors, la question, au-delà de savoir si on respecte une règle légale ou pas, c'est de savoir quels sont les effets économiques de cela. Est-ce que c'est grave que la Belgique ne respecte ni le critère de déficit, ni le critère de dette?
Bon, on va voir qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne serait pas souhaitable, par exemple, de réduire le déficit et de le ramener à 3% du produit intérieur brut, mais ce que je dis ici, c'est qu'avoir un déficit de 5,3% du produit intérieur brut, ça ne se traduit pas automatiquement par une crise financière. Donc, ça ne prouve pas que la Belgique soit au bord d'une crise financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameuses règles dites de Maastricht sont des règles de coin de table. Elles n'ont pas de sens économique véritablement fiable et exact. Comment elles ont été construites, ces règles ? Eh bien, par un calcul de coin de table. En 1992, on a pris les pays qui étaient membres de l'Union européenne. On a regardé quels étaient leurs déficits et quelles étaient leurs dettes à l'époque et on a fait la moyenne. Et la moyenne, ça donnait 3% pour le déficit et 60% pour le ratio de dette. Donc vous voyez, c'est un calcul qui n'a pas véritablement de sens sur le plan économique. Ça reflète la réalité à un certain moment du temps, pointe à la ligne. Bon, alors, cependant, vous entendrez sans doute pas mal d'économistes dire que quand on dépasse les seuils, alors il y a des choses qui peuvent se passer, des choses désagréables qui peuvent se passer. Donc, principalement, deux choses qui sont mises en avant dans la littérature économique, c'est que si on dépasse ces niveaux, eh bien, on verrait une baisse de la croissance économique, donc, ce qui est évidemment préjudiciable. Ou si on dépasse ces niveaux, alors on connaîtrait une hausse des taux d'intérêt. Et en fait, cet argument-là, vous le retrouvez beaucoup dans le discours des politiques qui nous disent actuellement que la hausse des taux d'intérêt sur la dette et des charges d'intérêt de manière plus générale, en fait, elle s'expliquerait justement par le déficit public, par le fait que le déficit est trop élevé. En réalité, il n'y a pas de corrélation entre le fait de dépasser ces règles et, par exemple, une diminution de la croissance ou une hausse du taux d'intérêt. Je vais prendre l'exemple du Japon et on le verra dans une dia un peu plus loin. En fait, le Japon a donc une dette qui est 2 fois plus importante que la nôtre. Et pourtant, les taux d'intérêt sur sa dette sont moindres que les nôtres. Ils sont sensiblement inférieurs à notre dette. Donc ça montre bien qu'il n'existe absolument pas, contrairement à ce que disent beaucoup d'économistes, une relation mécanique entre le déficit et le niveau du taux d'intérêt. Pour la croissance économique, c'est le même raisonnement. Il y a certains économistes qui ont prétendu que au-delà d'un niveau de dette, par exemple, de 90%, enfin c'est le chiffre qui est souvent donné, de 90% du produit intérieur brut, et on observait un ralentissement de la croissance. En fait, il n'y a aucun consensus dans la littérature économique sur ce lien de cause à effet. Il y a donc ce lien empirique n'est absolument pas attesté. En plus, ce qu'il faut dire, c'est que ces règles budgétaires européennes, elles ont été déjà désactivées à 2 reprises. La première, c'était au moment du Covid, en 2020. On s'est rendu compte que pour faire face à la pandémie, les États devaient dépenser, et donc si on restreignait ces dépenses au moyen de ces règles budgétaires, on courait à la catastrophe. Donc on a dit, et la Commission européenne a dit à l'époque, on suspend les règles budgétaires. Et puis ces règles budgétaires ont été réactivées en 2024. Et puis le deuxième moment de la neutralisation des règles budgétaires, on le vit actuellement, puisqu'on commence à voir la Commission dire à certains États, vous pouvez dépasser les règles budgétaires parce qu'il est nécessaire que les États dépensent pour se réarmer. Donc tout le débat sur le réarmement de l'Europe face aux nouvelles menaces géopolitiques amène de nouveau à un début de suspension des règles budgétaires, ce qui amène évidemment à poser la question, est-ce que des règles qui doivent être suspendues périodiquement parce qu'elles empêchent les États d'agir, est-ce que ces règles ont encore beaucoup de sens? Donc ça, c'est un véritable débat. Il est regrettable que ce débat n'ait pas été mené en profondeur, notamment lorsqu'on a révisé les règles en 2024 où on a
reproduit les mêmes règles qu'en 1992. Donc, est-ce que ces règles, finalement, elles ne sont pas obsolètes? Et en fait, ce débat, ce qui est intéressant historiquement, quand on regarde un peu le débat sur les règles budgétaires, en fait, c'est un débat qui est assez ancien. Dès les années 50-60, il y a certaines institutions internationales qui ont essayé de voir si on pouvait faire une corrélation, si on pouvait définir des règles budgétaires qui avaient du sens d'un point de vue économique, autrement dit, des règles au-delà desquelles un État risquait de tomber en situation problématique avec sa dette. Et ce sont des travaux qui ont été menés à la Banque mondiale, notamment dans les années 60. Et à l'époque, donc bien avant le traité de Maastricht, les experts ont conclu qu'il était impossible de définir la stabilité de la dette avec des règles aussi simplistes. Donc ces règles ne sont pas des indicateurs de stabilité de la dette, ça veut dire que on peut vivre avec un déficit, une dette qui est au-delà des règles de 3% et de 60% sans que cela occasionne nécessairement un problème au niveau de la stabilité de la dette. Donc ça veut dire que la stabilité de la dette, c'est une problématique qui est plus complexe et qu'elle ne peut pas simplement être appréhendée avec des règles aussi simplistes que les règles que l'on doit respecter aujourd'hui. Voilà. Alors, j'en viens maintenant à la question donc des charges d'intérêt. Les charges d'intérêt, elles ont réaugmenté depuis 2022, donc il y a un moment de bascule qui est 2022, où on a vu les taux d'intérêt remonter dans tous les pays avancés. Donc ici, vous voyez un graphique avec toute une série de pays. La Belgique n'y est pas représentée, mais vous pouvez vous dire que le taux d'intérêt de la Belgique, on verra plus loin, mais le taux d'intérêt de la Belgique, il est identique à celui de la France. Donc, vous voyez différents pays, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, etc. Et vous voyez le profil de l'évolution du taux d'intérêt sur la dette de ces différents États. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, je vais prendre l'exemple de l'Italie, qui est l'exemple en rose. Donc, on voit que en 2010, le taux d'intérêt sur la dette de l'Italie a flambé. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Eh bien, ça a été la crise de la zone euro suite à la crise bancaire et les dettes publiques d'un certain nombre d'États ont été attaquées sur les marchés financiers. Ça veut dire que les marchés financiers ne voulaient plus investir dans ces dettes publiques et que ces États donc avaient de plus en plus de difficultés à financer leurs dettes publiques parce que les marchés financiers demandaient des taux d'intérêt de plus en plus exorbitants. Là, vous voyez que l'Italie, le taux d'intérêt, en 2012, il atteint 7% du produit intérieur brut. 7%, pardon, pas du produit intérieur brut, 7%. Et puis, vous voyez qu'il y a eu une diminution. Alors, cette diminution, d'où vient-elle? Elle ne vient pas du fait que l'Italie a réduit son déficit budgétaire, elle vient du fait que la Banque centrale européenne a joué le rôle de garde-fou pour les États de la zone euro et notamment pour l'Italie. Donc, alors que l'Italie avait de plus en plus de mal à vendre ses titres sur les marchés financiers, la Banque centrale européenne a dit « Ok, moi je vais racheter tous les titres qui ne trouvent pas preneur sur les marchés financiers ». Et là, vous avez vu le taux d'intérêt pour l'Italie et pour les autres pays également qui a fortement diminué. Puis en 2022, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que au moment 2022, c'est la guerre en Ukraine, c'est la réapparition de l'inflation, un phénomène que l'on n'avait plus connu en zone euro depuis les années 90. Et là, la Banque centrale européenne, les banques centrales de manière générale ont changé de politique et elles ont commencé à revendre les titres des États qu'elles avaient dans leur bilan, ce qui a provoqué une hausse des taux d'intérêt, comme vous voyez, pour tous les pays avancés et notamment pour la Belgique. Entre parenthèses, j'y faisais référence il y a quelques instants, vous voyez la courbe du Japon, c'est la courbe en bleu clair. Vous voyez que le Japon, avec une dette publique de plus de 200% du produit intérieur brut, a le taux d'intérêt le plus faible quasiment dans les pays avancés. Donc, quand on parle aujourd'hui de la remontée des charges d'intérêt, c'est lié principalement à un phénomène de remontée des taux d'intérêt à cause d'un changement de politique des banques centrales qui touche la Belgique comme elle touche les autres pays européens. Autrement dit,
ce n'est pas un signe d'un problème spécifique de la Belgique. Ce n'est pas parce que la Belgique a une dette qui est très élevée que son taux d'intérêt remonte. C'est un changement de régime monétaire de la Banque centrale européenne. Donc voilà, donc la question des charges d'intérêt, donc depuis 2022, effectivement, les charges d'intérêt remontent, donc ça veut dire que c'est une dépense supplémentaire dans le budget annuel de l'État qui est lié pas principalement au déficit budgétaire, mais qui est lié à un changement de régime monétaire, à un changement de politique de la Banque centrale européenne. Et donc ça fait dire à un certain nombre de politiciens, et c'est au cœur du récit alarmiste actuel, qu'on reverrait apparaître en Belgique un effet boule de neige de la dette. Donc un effet boule de neige de la dette, c'est une croissance hors de contrôle de la dette à cause de taux d'intérêt qui deviennent trop importants sur la dette. Et donc, c'est évidemment, si un effet boule de neige est quelque chose évidemment d'inquiétant, c'est lié à un taux d'intérêt qui est trop important. Et donc, ça pose la question de est-ce qu'aujourd'hui, on connaît un effet boule de neige de la dette en Belgique? Je vais venir dans un instant. Comme sur le graphique précédent, je montrais les taux d'intérêt d'un certain nombre de pays, mais pas de la Belgique. Vous avez ce graphique-ci qui vous montre les taux d'intérêt sur la dette de 4 pays. La Belgique est représentée en bleu. Et vous voyez donc que notre taux d'intérêt est similaire à celui de la France. Il est un peu plus élevé que celui de l'Allemagne et il est moins élevé que celui de l'Italie, mais celui de l'Italie a rediminué plus dans les derniers temps et donc en fait il est au même niveau que nous en 2026. Ce que ça montre aussi, ce graphique, c'est que le meilleur élève de la classe, qui est l'Allemagne, a connu une forte hausse de ses taux d'intérêt. Donc de nouveau, le fait que les taux d'intérêt remontent, ce n'est pas un signe que on serait avec une situation budgétaire en Belgique particulièrement dangereuse aux yeux des marchés financiers. C'est un contexte général lié au retour de l'inflation en 2022 et au changement de politique des banques centrales. Donc c'est pas spécifique à la Belgique. Bon, alors je reviens à la question de l'effet boule de neige puisque c'est au cœur du récit alarmiste sur la dette actuellement. Bon, l'effet boule de neige, c'est quelque chose que la Belgique a connu dans les années, à partir de la fin des années 70 jusque, grosso modo, au milieu des années 90. C'est donc une augmentation brutale de la dette provoquée par une hausse des taux d'intérêt. Donc, rendez-vous compte, entre 1976 et 1993, la dette de l'État en Belgique est passée de 57% du produit intérieur brut à 135% du produit intérieur brut. Ce phénomène de l'effet boule de neige a été particulièrement bien étudié par un économiste belge qui s'appelle Réginald Savage et dont vous voyez le principal ouvrage là sur la DIA. Il a analysé les causes de l'effet boule de neige, donc la cause de l'augmentation des charges d'intérêt sur la dette, et ce qu'il montre, c'est que cette cause n'est pas liée au déficit budgétaire. La Belgique avait des déficits budgétaires dans les années 80 et 90, mais il montre que la principale cause, ça a été le taux d'intérêt sur la dette. Et ce taux d'intérêt sur la dette, il a augmenté parce que les banques centrales, je vais dire partout dans le monde et notamment en Belgique, donc fin des années 70, on est encore avec la Banque nationale de Belgique, il faut attendre 1992 pour arriver avec la Banque centrale européenne. Donc les banques centrales ont mené une politique monétaire restrictive. Restrictive, ça veut dire qu'elles ont augmenté les taux d'intérêt et donc elles ont mis la pression sur les dettes publiques des États, notamment parce qu'elles voulaient casser l'inflation qui était forte à la fin des années 70. Donc ça, c'est l'effet boule de neige de la dette. La question, c'est de savoir si, dans la situation aujourd'hui, on a en Belgique un effet boule de neige de la dette. Pour le savoir, il faut comparer les paramètres de la dette dans les années 1980-1990 avec les paramètres actuels, et c'est ce que le tableau vous propose ici. La première ligne du tableau vous montre le taux d'intérêt sur la dette. Dans les années 80-90, le taux d'intérêt sur la dette a atteint un maximum de 11%. Un taux d'intérêt de 11%, c'est évidemment énorme.
Aujourd'hui, en Belgique, le taux d'intérêt sur l'ensemble du stock de dette, il est de 2,3%. Alors, les taux d'intérêt, ils ont remonté récemment, ils sont aux alentours de 3,5%, donc ils sont plus élevés, mais ils ne valent que pour la dette nouvellement émise. Si vous prenez l'ensemble du stock de la dette qui a été émise les années précédentes jusqu'à aujourd'hui, le taux d'intérêt moyen sur la dette, il reste très modéré, il est donc de 2,3%. Bon, alors si on prend maintenant les charges d'intérêt, c'est-à-dire la somme de tous les intérêts que la Belgique doit payer aux investisseurs, dans les années 1980-90, ça représentait 11% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, les charges d'intérêt que la Belgique paye aux investisseurs sur les marchés financiers, ça représente 2,2% du produit intérieur brut. Et maintenant, si on exprime les charges d'intérêt en pourcentage des dépenses de l'État en Belgique, dans les années 80-90, ça a atteint un maximum de 20% des dépenses de l'État qui étaient consacrées au paiement des charges d'intérêt. Aujourd'hui, enfin plus précisément en 2025, ça représente 4,1% des dépenses de l'État. Donc on voit très clairement qu'entre la situation d'effet boule de neige des années 80-90 et la situation actuelle, il y a un monde de différence. Et donc quand on entend des politiciens se plaindre de l'augmentation des charges d'intérêt, c'est vrai qu'il y a une augmentation des charges d'intérêt à cause de l'augmentation du taux d'intérêt, comme on l'a dit précédemment, mais on reste avec un niveau de dépenses en charges d'intérêt qui est tout simplement non comparable avec la situation des années 80-90, qui est beaucoup plus rassurant que la situation des années 80-90. Et il faut le dire clairement, il n'y a donc aucun effet boule de neige de la dette aujourd'hui en Belgique. Alors, à la limite, les politiciens qui tiennent le discours alarmiste vont dire oui, vous avez raison, mais pour 2025. Alors, ce qu'ils disent, c'est que en fait, les taux d'intérêt vont continuer à augmenter de manière ininterrompue jusqu'en 2030, jusqu'en 2040. Et donc, ce récit alarmiste postule une hypothèse de hausse ininterrompue du taux d'intérêt qui, à ce moment-là, augmenterait considérablement les charges d'intérêt et créerait le retour d'un effet boule de neige. Mais cela, c'est une hypothèse. Il n'y a aucun moyen de savoir quels seront les taux d'intérêt en 2030, ni les taux d'intérêt en 2040. Les taux d'intérêt, ça se pourrait qu'ils continuent à augmenter, mais ça se pourrait également qu'ils se mettent à un moment à diminuer. Et d'ailleurs, actuellement, dans le débat public autour de la politique des banques centrales, certains disent les taux d'intérêt actuellement sont trop importants et il faudrait donc revenir à des taux d'intérêt qui sont plus raisonnables parce que ça met trop de pression sur les États. Mais donc, quoi qu'il en soit, il n'y a personne actuellement qui est en mesure de savoir ce que seront les taux d'intérêt en 2030 ou en 2040. Donc ça veut dire que le récit alarmiste, il se base sur des hypothèses qui sont à ce jour absolument pas démontrées. Et donc intellectuellement, il serait honnête de faire des trajectoires budgétaires en retenant plusieurs hypothèses d'évolution des taux d'intérêt. Et ça, les gouvernements, notamment le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se refusent à le faire. Il retient une seule hypothèse, qui est une hypothèse très pessimiste, qui dit les taux d'intérêt vont continuer à augmenter jusqu'en 2040. Alors, ici, je vous ai pris en fait l'évolution des charges d'intérêt en Belgique. Donc, la ligne en pointillé, c'est 2026, donc ça, c'est la coupure entre le passé et le futur. Et donc, ce sont des hypothèses ici du bureau du plan. Donc, le bureau du plan, il est aussi de l'avis que le taux d'intérêt sur la dette va continuer à augmenter. Il ne dit pas jusqu'à 2040. Là, son graphique, ces données s'arrêtent à 2031. Donc, vous voyez sur le graphique qu'effectivement, à ce moment-là, si le taux d'intérêt continue à augmenter, les charges vont continuer à augmenter, que ce soit en pourcentage des dépenses ou en pourcentage du PIB.
Mais vous voyez que même dans ce scénario pessimiste où on voit une augmentation des charges dans les 5 prochaines années, on est encore avec des dépenses en charges d'intérêt qui sont pas du tout comparables avec même ce que l'on a connu dans les années 90 et a fortiori dans les années 80. Donc, de nouveau, même dans un scénario de hausse des charges d'intérêt dans les années prochaines, l'hypothèse d'un effet boule de neige de la dette est finalement très faible. Bon, alors ici, ça renforce encore ce que je viens de dire, c'est l'évolution des charges d'intérêt de la Belgique c'est un graphique du FMI donc, c'est l'évolution des charges d'intérêt de la Belgique entre 1880 et aujourd'hui. Vous voyez très bien la cassure des années 80 avec les charges d'intérêt qui atteignent, j'ai dit tout à l'heure, 11% du produit intérieur brut, selon les chiffres de Réginald Savage. Ici, dans le graphique du FMI, c'est à peu près la même chose. Et vous voyez le niveau des charges d'intérêt en 2024. On est à quelques pourcents du produit intérieur brut, 2-3% du produit intérieur brut. Donc on voit que entre la situation des années 80 et la situation actuelle, il y a un monde de différence de nouveau et qu'on n'est pas dans une situation où on peut dire que les charges d'intérêt sont particulièrement exorbitantes. On est plutôt au niveau d'un minimum historique actuellement et donc ça relativise très fortement les discours alarmistes sur la hausse des charges d'intérêt que l'on entend dans la bouche de nombreux politiciens actuels. Bon, alors donc ça c'était 2 éléments dans le top 4 du discours alarmiste. Donc il y avait les règles budgétaires, il y a les charges d'intérêt et il y a le scénario grec. Parce que dans le discours alarmiste, le bout du récit alarmiste, c'est de nous dire si on laisse dériver les choses continuellement au niveau de la dette, on va arriver au scénario grec. Alors, qu'est-ce que c'est le scénario grec? Là, c'est un petit rappel historique. Ça se produit en 2010. C'est dans le sillage de la crise bancaire de 2007-2009. En 2010, la Grèce, en fait, n'arrive plus à émettre de la dette sur les marchés financiers. Donc, les investisseurs financiers refusent de placer leur argent dans la dette grecque. Donc, la Grèce ne peut plus boucler son budget annuel. Donc j'ai dit que notamment un État émet de la dette pour combler un trou budgétaire, il va emprunter sur les marchés financiers. Ici, la Grèce, en 2010, elle ne pouvait plus faire ça parce que les taux d'intérêt sur sa dette avaient atteint des niveaux absolument stratosphériques, des niveaux de 20%, 30% de taux d'intérêt. Et donc, on se trouve face à ce que l'on appelle à ce moment-là une crise de liquidité de la dette, c'est-à-dire que vous ne savez plus vendre votre dette, en fait. Bon, alors le récit qui est habituellement donné du scénario grec, c'est de dire tout est de la faute du déficit grec, donc tout est de la faute du gouvernement grec. Et effectivement, le déficit grec en 2010, il était très important, il s'élevait à 15% du produit intérieur brut, et facteur aggravant dans la perte de confiance des marchés financiers, le gouvernement grec avait dissimuler les véritables chiffres de son déficit et donc les marchés financiers ont découvert d'un coup que le déficit il atteignait ce niveau très très élevé de 15% du produit intérieur brut. Donc de nouveau ce chiffre on peut le comparer avec le chiffre actuel du déficit de la Belgique qui est de 5,3% du produit intérieur brut. Bon, c'est un déficit élevé en Belgique, mais qui est quand même 3 fois moindre que celui que la Grèce a connu en 2010, ce qui est un premier élément de prise de recul par rapport à ce discours du scénario grec. Bon, alors, en fait, le problème avec ce récit sur le scénario grec, c'est qu'il traduit directement une crise budgétaire de l'État grec, donc un déficit de 15% du produit intérieur brut, il le traduit directement en crise financière. Et donc il nous dit, c'est un récit simple, et en fait un récit tout à fait simpliste qui dit, quand vous avez un déficit budgétaire qui atteint ce niveau-là, vous êtes d'office en crise financière. Or, ce que je vais vous montrer, et ça c'est très très important, quand on parle de la dette et des crises financières, je vais vous montrer que c'est un peu plus compliqué que ça et que le déficit de la Grèce ne peut pas expliquer à lui seul la crise financière qui a été vécue par la Grèce en 2010. En effet, en
Donc, si vous voulez, une crise de la dette, ça met face à face deux acteurs qui sont les États qui vendent leurs dettes sur les marchés financiers et les marchés financiers. Donc, dans le cas de la Grèce, les marchés financiers refusent d'acheter la dette de l'État. Dans cette relation entre les marchés financiers et les États, il y a un troisième acteur qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est la Banque centrale européenne. En effet, la relation entre les marchés financiers et les États, elle est modulée par la Banque centrale européenne. Qu'est-ce que ça veut dire que cette relation est modulée par la Banque centrale européenne? Ça veut dire que si les marchés financiers commencent à s'attaquer à la dette d'un État, et donc comment on voit ça? Quand vous voyez les taux d'intérêt qui commencent à flamber sur la dette de cet État, la Banque centrale européenne a deux options. Elle peut soit choisir de ne rien faire, et alors à ce moment-là, la hausse des taux d'intérêt va continuer jusqu'à aboutir à une crise de liquidité de la dette, à une crise financière, et c'est ce qui est arrivé en Grèce en 2010, ou elle a une deuxième option qui est de dire « je vais stopper la panique financière », et comment elle fait cela? Elle fait cela simplement en annonçant que toute la dette qui ne trouverait pas preneur sur les marchés financiers, elle va la racheter. Voilà. Donc, on voit que la Banque centrale européenne, elle peut soit mettre la pression sur les États en décidant de ne pas intervenir, soit au contraire relâcher la pression sur les États, la pression qu'exercent les marchés financiers sur les États en intervenant et en rachetant à la place des marchés financiers, ou même simplement en annonçant qu'elle va racheter la dette, elle va en fait relâcher la pression et éviter la crise financière. Et là, ce qui est très important et très instructif à observer, c'est la séquence historique que l'on a connue entre 2010 et 2020. Donc en 2010, c'est la crise grecque. Donc l'événement déclencheur, c'est une crise budgétaire, on en a parlé. La BCE a essentiellement décidé de ne pas intervenir. À l'époque, le président de la Banque centrale européenne s'appelait Jean-Claude Trichet. Et la conséquence de cela, c'est que ça a été la panique financière. Les marchés financiers ont rejeté la dette de la Grèce jusqu'à ce que la Grèce ne soit plus capable de financer son budget en émettant des titres de la dette sur les marchés financiers, donc catastrophe financière. Alors, en 2012, il se produit autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2012? C'est que, en fait, la crise sur les marchés de la dette ne touche plus simplement un petit État comme la Grèce ou de petits États comme le Portugal ou l'Irlande, qui avaient été également touchés en 2010, mais ça commence à s'étendre à des grands États comme l'Espagne et l'Italie. Et là, on est face à une crise existentielle de la zone euro, c'est-à-dire que si on laisse la crise continuer à s'étendre à des États pareils, on risque de voir en fait la zone euro disparaître purement et simplement, d'avoir des pays qui font défaut sur leur dette et c'est une catastrophe financière à l'échelle de toute la zone euro et plus simplement à l'échelle de pays individuels comme la Grèce ou le Portugal. Et là, vous avez un tournant majeur de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, que je résume dans le tableau par le « quoi qu'il en coûte ». Le « quoi qu'il en coûte », c'est un discours qui a été prononcé par le président de la BCE en 2012, qui était Mario Draghi, qui a dit, pour rassurer les marchés financiers, il a dit « si il continue à y avoir de la panique financière au niveau de la zone euro, je vais racheter la dette des États de la zone euro, quoi qu'il en coûte ». Donc, et comment est-ce que la Banque centrale européenne fait? En fait, elle crée de la monnaie, elle peut créer autant de monnaie qu'elle veut, puisqu'elle peut créer cette monnaie à partir d'un seul clic de souris, elle a ce privilège de pouvoir faire ça, et en créant de la monnaie, elle va ensuite racheter la dette sur les marchés financiers, et l'effet de cela, ça a été de stopper directement la panique sur la dette des États qui étaient attaqués, de voir le taux d'intérêt et les charges d'intérêt que subissaient ces États refluer de manière drastique. C'est ce qu'on voyait sur le graphique avec la dette de l'Italie.
je vous ai montré tout à l'heure. C'était la courbe en rose qu'on voyait monter et puis descendre tout aussi brutalement. C'est lié au quoi qu'il en coûte de Mario Draghi. Et donc, depuis 2012 et jusqu'à 2022, en fait, les taux d'intérêt ont été très faibles sur les dettes des États, ce qui a en fait stabilisé la situation financière des États dans toute la zone euro. Et puis en 2020, il y a un autre événement qui se produit qui était inattendu, qui est la pandémie, le Covid. Et là aussi, le Covid, on l'a pas beaucoup vu, mais en fait, il y a une panique financière qui a débuté en 2020 à cause de la crise Covid. Donc là aussi, les investisseurs financiers commençaient à revendre la dette des États et la Banque centrale européenne, qui était présidée à l'époque par une nouvelle présidente qui était Christine Lagarde, une Française, a décidé de racheter massivement la dette des États sur les marchés financiers, et la panique qui s'était amorcée avec le Covid a été directement stoppée. Donc cette séquence vous montre quelque chose qu'il est très important de comprendre, c'est que, en fait, on dispose d'un outil qui est, je dirais, infaillible pour stopper toute crise financière sur les dettes souveraines, c'est la Banque centrale européenne. Et donc, la question politique majeure, hier comme aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la Banque centrale européenne intervient, et dans ce cas-là, elle protège les États des marchés financiers, ou est-ce qu'elle n'intervient pas, et alors à ce moment-là, elle laisse les États sous la pression des marchés financiers, avec le risque de provoquer des crises financières qui débouchent éventuellement sur une crise de la zone euro, comme on l'a vu en 2012. Et donc, concrètement, pour nous en Belgique, est-ce qu'un scénario grec peut ressurgir comme en 2026 ? Supposons que la Belgique connaisse une crise sur sa dette, est-ce que la Banque centrale européenne interviendrait ou pas? Alors, personne ne peut le savoir à 100% parce que la Banque centrale européenne est indépendante et qu'elle n'annonce pas ses décisions. Donc, ça dépend uniquement d'elle de savoir si elle intervient ou si elle n'intervient pas. Mais le récit le plus plausible aujourd'hui, c'est que la Banque centrale européenne ne commettrait plus les erreurs qu'elle a commises en 2010. La catastrophe de 2010, le refus d'intervenir qui avait été le sien en 2010, c'est absolument très peu plausible qu'en 2026, elle adopte le même type de comportement. Pourquoi ? Parce que depuis 2012, dans les faits, la Banque centrale européenne assume un double mandat, plus seulement la stabilité des prix et le contrôle de l'inflation, mais aussi la stabilité financière. Or, la stabilité financière, elle dépend de la stabilité des dettes publiques. Donc, la Banque centrale européenne, aujourd'hui, en cas de crise de la dette, elle interviendrait probablement comme elle l'a fait en 2012 et comme elle l'a fait au moment de la crise Covid. En plus, elle dispose d'instruments de stabilisation des dettes publiques qui n'existaient pas en 2010. Donc, en fait, elle a deux instruments aujourd'hui. Elle a un instrument classique qui est son taux d'intérêt directeur, mais elle a l'instrument des rachats d'actifs. Donc, si des tensions arrivent sur les marchés de la dette publique qui ne correspondent pas aux fondamentaux économiques, eh bien, elle intervient en rachetant les dettes publiques sur les marchés. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est le côté un peu pervers de la situation actuelle en Europe, c'est que la Banque centrale européenne entretient aussi le doute. Pourquoi elle entretient le doute ? Parce que si elle disait « j'interviens dans tous les cas », eh bien, ça relâcherait la pression sur les gouvernements, et donc elle pense que les gouvernements laisseraient aller les déficits ou se montraient laxistes au niveau de la gestion de leurs déficits. C'est pas nécessairement vrai parce que les gouvernements ne sont pas par nature laxistes, mais elle préfère entretenir le doute pour garder la pression sur les États. Et ça, ça a été exprimé en 2016 de manière très claire par quelqu'un qui était un des plus hauts responsables de la Banque centrale européenne à l'époque. C'est un Français qui s'appelle Benoît Cœuré et qui disait ceci: « Nous avons besoin que la dette publique soit sûre dans la zone euro, mais dans le même temps, nous ne voulons pas que la dette publique soit perçue comme trop sûre, car cela éliminerait le rôle
disciplinaire du marché dans la mise en œuvre de politiques durables et créerait une fausse croyance selon laquelle les gouvernements ne peuvent pas faire défaut ni faillir. Donc la Banque centrale européenne, elle intervient en dernier recours si elle voit que une crise financière grave risque de se produire. Dans ce cas-là, elle stabilise la dette et elle fait reculer les marchés financiers, mais elle veut aussi garder de la pression sur les États pour obliger les États à faire des politiques d'austérité. C'est ce que veut dire concrètement cette citation de la Banque centrale européenne. Donc, si vous voulez, il y a une espèce, la Banque centrale européenne est un peu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dr. Jekyll, c'est la Banque centrale européenne qui va intervenir pour protéger les États, et Mr. Hyde, c'est la Banque centrale européenne qui va garder la pression sur les États pour les obliger à mener des politiques d'austérité. Donc il y a une attitude qui est, je veux dire, contradictoire, je dirais presque schizophrénique de la Banque centrale européenne par rapport aux dettes publiques. Bon, alors j'en viens au quatrième élément du discours alarmiste, et je vais devoir terminer parce que je vois qu'on arrive au bout du temps réglementaire. Ce sont les agences de notation. Donc vous avez tous entendu que la Belgique et puis la Fédération Wallonie-Bruxelles, la région Wallonne, ont vu leur notation dégradée par l'agence Moody's. Donc, quand on va voir le rapport de Moody's, ce qui est intéressant à signaler, c'est que Moody's reconnaît elle-même que la Fédération Wallonie-Bruxelles, par exemple, a un très solide accès au marché financier pour le refinancement de la dette, donc ne croit pas à un scénario de crise financière de la dette. Simplement, elle sanctionne la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'il y a un déficit au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, quand on regarde aussi les notations de la Belgique et de ses entités, on voit par exemple que la notation de la Belgique, elle est une notation de niveau A1, qui veut dire haute qualité de crédit et risque de crédit faible. Donc, c'est pas la meilleure notation, mais c'est une notation qui reste tout à fait correcte. La moins bonne notation aujourd'hui en Belgique, c'est la région Wallonne, mais c'est BAA1, c'est dans le bas du tableau, donc au même niveau que la Bulgarie et mieux que l'Italie. Bon, là, ça veut dire bonne qualité de crédit et risque de crédit modéré. Mais donc, en fait, toutes ces notations restent des notations qui sont correctes. Correctes par rapport à quels critères? Correctes par rapport au fait que les fonds de pension, c'est pour ça que tout est indiqué en vert sur le slide, les fonds de pension peuvent investir dans toutes ces dettes publiques qui sont considérées comme suffisamment sûres pour qu'un investissement ait lieu. Donc, même pour la région Wallonne, la qualité d'investissement reste aujourd'hui à peu près correcte. Bon, alors ici je passe très rapidement, c'est un indicateur de risque qui ne dépend pas des agences de notation, mais de la Banque centrale européenne qui dispose d'indicateurs plus sophistiqués que les agences de notation. Ça vous montre le niveau de risque entre 2006 et aujourd'hui. Et vous voyez que le niveau de risque en 2025, à la fin de la période, reste très modéré par rapport à d'autres périodes, notamment la période des années 2010. Bon, j'en viens donc à mes conclusions. Ce qu'il se dégage de tout cela, c'est que non, la Belgique n'est pas en faillite. Quand on regarde les charges d'intérêt, elles remontent, mais on n'est pas dans un effet boule de neige de la dette. Quand on regarde le scénario l'hypothèse d'un scénario à la grecque, cette hypothèse est devenue très peu plausible parce que la Banque centrale européenne aujourd'hui assume un rôle de stabilisation des dettes publiques sur les marchés financiers. Troisièmement, les agences de notation, oui, elles ont détérioré la note de la Belgique et de ses entités, mais elles reconnaissent que l'accès au marché n'est pas problématique pour la Belgique ni pour ses entités aujourd'hui, avec en plus des indicateurs de la Banque centrale européenne qui disent qu'il n'y a pas de stress sur la dette publique belge aujourd'hui. Et donc, en fait, on n'est pas en faillite. Donc, on peut conclure que le gouvernement construit un récit alarmiste en utilisant des slogans, en utilisant des hypothèses qui ne sont pas confirmées, notamment l'hypothèse que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter dans les prochaines années et en utilisant des interprétations simplistes des crises récentes.
Et cela en vue de nous persuader que les mesures actuelles sont indispensables, qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc ici, le but de l'exposé, ce n'est pas de dire que ça n'aurait pas de sens de réduire le déficit. Si, ça a un sens de réduire le déficit. La question, c'est comment on réduit le déficit, quelles sont les modalités, le timing de la réduction des déficits. Est-ce qu'on le fait en attaquant des dépenses ou en augmentant des recettes, par exemple? Et deuxièmement, le débat, c'est sur le cadre institutionnel de financement des États et notamment le rôle de la Banque centrale européenne comme protecteur des finances publiques des États. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir un peu dépassé le timing et s'il reste un peu de temps pour répondre à des questions, je le ferai bien volontiers. Super Étienne, merci beaucoup pour ton exposé qui était en tout cas très publicité dans le chat privé. Je regarde vite fait justement si il n'y a pas d'autres questions. On a eu plusieurs questions mais auxquelles tu as répondu au fur et à mesure de ton exposé, donc c'est déjà très bien. Il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment des questions de la part de Louise. Peut-être j'aimerais juste moi poser une question voilà, à tout le monde et je propose qu'on réponde à Louise en privé pour les autres questions qu'elle pose. La question de Louise, une des questions de Louise était en fait jusqu'à quel point peut-on s'endetter pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple, etc. Et comment faire percoler ce message compliqué sans pour autant se décrédibiliser. Bref, comment peut-on parvenir à convaincre que le discours alarmiste qui est actuellement celui qui est largement partagé par les majorités au pouvoir n'est peut-être finalement pas le discours qui devait être le principal discours en fait qu'on entend aujourd'hui dans la société par rapport à cette dette. Est-ce que tu peux peut-être fournir quelques éléments de réponse à ce sujet? Merci. Oui, bien sûr. Donc c'est évidemment une excellente question parce que la lutte contre le réchauffement climatique demande des moyens publics considérables. Donc il faudra aussi des investissements privés, mais il faudra en tout cas des investissements publics massifs. Pensons notamment dans le cadre de la vague de chaleur actuelle à l'argent qu'il faudrait mettre pour commencer à isoler le bâti, isoler les maisons, fournir des moyens aux ménages qui n'ont pas les moyens d'isoler leur maison de le faire. Ça demande des moyens colossaux. Alors en fait, cette question a été étudiée par certains gouvernements depuis un certain temps, notamment par le gouvernement français. En 2023, si mon souvenir est bon, il y a eu un rapport officiel à la première ministre française de l'époque sur la question du financement de la transition climatique. Et les experts qui n'étaient pas des experts syndicaux, qui étaient des experts très officiels et qui étaient sans doute moins à gauche que des experts syndicaux, ont dit en fait, pour financer la transition climatique, les États vont devoir accepter de s'endetter. Donc il va falloir accepter que le niveau d'endettement des États augmente et augmente même au-delà de ce qui est autorisé par les règles budgétaires européennes, avec des niveaux qui pourraient atteindre 100 ou 150% du produit intérieur brut. Il faudrait aller revoir les projections de ce rapport officiel. Et ce que disaient les experts en outre, et ça c'est important aussi de le signaler, c'est que si les États, au nom du respect des règles budgétaires, décidaient de ne pas investir dans la transition climatique, ça leur coûterait encore plus cher. Pourquoi ça leur coûterait encore plus cher? Parce que ça veut dire que en cas de catastrophe climatique, quand vous avez des inondations, quand vous avez des incendies, des grands incendies de forêt, ce genre de phénomène climatique extrême, les États n'auraient pas les moyens de les contenir, de les réduire, et donc ils devraient à ce moment-là intervenir en urgence parce que il faudrait absolument le faire, et ça leur coûterait au final plus cher d'intervenir en réaction aux catastrophes climatiques plutôt que d'investir à l'avance pour essayer de mettre en place des moyens d'adaptation de la société, des infrastructures d'adaptation pour faire face au réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, en fait, ces règles budgétaires, et notamment les règles européennes, elles sont obsolètes au regard des moyens énormes que requiert la transition climatique.
Alors, ce que j'ai envie de dire aussi, et ça c'est important, et ce serait un sujet pour un prochain webinaire, là j'ai pas du tout le temps de développer ça, et en plus il y a des experts qui sont probablement beaucoup plus armés que moi pour faire ce type d'exposé, mais c'est que il a existé à une certaine époque, et donc particulièrement entre 1945 et 1975, des systèmes de financement de l'État qui ne passaient pas par l'émission de dette publique. Donc, ce qui est important à comprendre dans ce débat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, depuis les années 80, on vit dans un système de financement des États qui est exclusivement basé sur l'émission d'obligations souveraines sur les marchés financiers. Ça veut dire que les États sont sous la dépendance des marchés financiers, mais 3 décennies auparavant, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Les États pouvaient se financer par d'autres mécanismes sans faire appel aux marchés financiers, et notamment en utilisant le pouvoir de création monétaire de leur banque centrale. Et dans ce système-là de financement des États qui, de nouveau, a existé entre 1945 et 1975 aux États-Unis, en France et probablement partiellement en Belgique aussi, eh bien, on n'émet pas de la dette sur les marchés financiers, on se finance par un circuit interne de l'État et qui permet de financer, en fait, en théorie en tout cas, autant de dépenses de l'État que l'on veut. La seule limite qui peut exister à ce genre de mécanisme, mais c'est une limite qui a été maîtrisée entre 1945 et 1975, c'est la question de l'inflation. Parce que quand vous faites de la création monétaire, ça peut avoir des effets inflationnistes. Donc il faut un contrôle de cela. Mais de nouveau, entre 1945 et 1975, par exemple, pour le cas de la France qui a été très bien étudié, la France s'est financée essentiellement par création monétaire, et sans connaître d'épisodes d'inflation hors de contrôle. Donc, ça veut dire que ce serait possible de réinstaurer ce type de système de financement, mais ça implique un changement politique évidemment majeur, et ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la configuration politique n'est pas favorable à cela. Merci Étienne. Écoutez, voilà, je pense qu'on est arrivé tout doucement au bout de ce webinaire. On a encore quelques remarques et quelques questions, mais je pense qu'on va devoir tout doucement s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais quand même malgré tout vous rappeler que ce webinaire sera disponible en replay dès aujourd'hui pour vous tous et vous toutes. De cette façon, vous aurez l'occasion de le regarder à nouveau tout ou en partie, et aussi de pouvoir donc revisualiser les slides qui ont été diffusés. À celles et ceux qui nous ont posé quelques questions, eh bien, je les transmettrai à Étienne et on essaiera de vous répondre, en tout cas de vous apporter quelques éléments de réponse de façon à ce que vous puissiez avoir aussi quelques précisions supplémentaires. Et je terminerai en vous rappelant qu'il y a donc d'ici une grosse semaine, jeudi prochain, un second webinaire qui évoquera à nouveau, qui complétera ce premier webinaire et qui concernera cette fois-ci les alternatives syndicales pour rééquilibrer, entre guillemets, et assainir le budget de l'État, tout en évitant d'aller piocher dans les poches des travailleurs et des travailleuses comme le font les majorités actuelles. Voilà, encore un très grand merci à toi, Étienne, et à toutes et tous, je vous dis à jeudi prochain ou déjà un très bon été. Au revoir. Au revoir à tous.